Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la colline des Muses, qui est la deuxième d'une série de 3 consacrée à la Révolution française en Loire-Atlantique. Lors de la précédente vidéo, nous avions surtout couvert la décennie 1780-1789, que j'avais intitulée l'étincelle, et qui vous donnait en fait un contexte général pour mieux comprendre les événements qui vont suivre à présent, puisque aujourd'hui nous allons nous pencher plus précisément sur l'incendie, c'est-à-dire les années de 1789 à 1793. Alors vous vous rappelez, j'avais terminé la précédente vidéo en vous parlant des mois de juillet, juin et juillet 1789, qui commençait avec la réunion des États généraux par le roi Louis XVI dans la salle des menus plaisirs. Et nous l'avions terminé cette vidéo le 21 juillet 1789, au moment où, après la prise de la Bastille, la salle des menus plaisirs, où siègent les trois ordres, est réorganisée en amphithéâtre, et c'est à cette occasion que naît l'idée de droite et de gauche, puisque à gauche siègent les réformés patriotes, enfin les réformistes patriotes plus exactement, et à droite les noirs et les monarchiens qui sont plutôt favorables au roi et à l'Église. Évidemment, les événements dont je vous ai parlé, qui se déroulent en grande partie à Paris, vont très rapidement avoir des échos à Nantes. Dès le 18 juillet 1789, en écho à la prise de la Bastille, des Nantais vont investir le château des ducs de Bretagne et vont s'en faire remettre les clés. Ces patriotes vont ensuite se grouper en volontaires, après avoir soumis la garnison royale, et ils vont désormais se charger eux-mêmes du maintien de l'ordre à Nantes. Alors, très rapidement, la situation commence à dégénérer, puisque dès le 22 juillet, une rumeur commence à courir à Nantes, une rumeur d'un complot aristocratique. On parle de dragons qui arrivent de Montaigu, mais en réalité, rien ne se passe alors que la tension est à son comble. En fait, les campagnes sont en proie à un phénomène qu'on va retrouver ailleurs et qui s'appelle la Grande Peur. La Grande Peur, c'est cette idée que les campagnes, en fait, vont être livrées à une entière subversion. En outre, et c'est là aussi qu'on comprend pourquoi la situation dégénère, le prix du pain va atteindre à ce moment-là son maximum. Le froment est à 46 francs le quintal. Alors, peut-être que ça ne vous évoque rien, mais faisons une comparaison avec 1785. En 1785, le froment est à 16 francs le quintal. Il est vrai que ce prix très bas suivait une excellente récolte. Toujours dans ce jeu de va-et-vient entre les événements politiques qui se déroulent à Paris et leurs répercussions à Nantes, il faut absolument que je vous cite le 4 août 1789, qui est une date importante à retenir, puisque c'est à cette date que l'Assemblée constituante décide d'abolir les privilèges. Alors, je ne peux pas développer malheureusement cette abolition, mais il faut savoir qu'elle est très mal comprise en France, où en l'espèce, on estime que l'abolition des privilèges va surtout concerner la noblesse, et qu'en abolissant des privilèges devenus éhontés et indus, tout le monde se retrouvait en fait sur un pied d'égalité. Bon, c'est totalement, c'est une vision qui est vraiment fausse parce qu'elle est incomplète. En réalité, l'Assemblée constituante abolit tous les privilèges, ce qui signifie que ça n'est pas seulement la noblesse qui est concernée, mais aussi des individus qui ne sont pas nobles, et aussi des personnes morales et des entités, comme par exemple des villes. Le 22 août 1789, la révolution municipale qui avait commencé à Nantes, vous vous rappelez, avec la prise du château et la création d'une nouvelle milice bourgeoise en remplacement de la garnison royale est terminée. Et elle se solde avec l'élection à la mairie de Christophe Clair-Daniel de Kervégan. Vous avez encore aujourd'hui une rue Kervégan à Nantes qui traverse l'ancienne île Feydeau. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Alors Kervégan, c'est un personnage, c'est pas vraiment un excité, on peut pas dire ça, c'est un modéré, c'est aussi un habile négociateur, et il va réussir pendant un temps à réconcilier son camp avec, donc le camp de Kervégan, c'est celui des patriotes, avec la frange la plus révolutionnaire du mouvement. Donc toujours à la fin du mois d'août, la bourgeoisie qui cherche à s'organiser, à terminer en fait sa refonte,
Elle compte désormais une garde nationale de 1200 hommes qui sont répartis en 12 compagnies. La garde nationale nantaise soutient un comité élu qui est censé soutenir la nouvelle mairie. Le 30 août, le nouveau maire, Kervégan, organise une cérémonie sur les cours. Tous les officiers à cette occasion vont alors prêter serment, puis un Te Deum est chanté à la cathédrale. Mais vous verrez que cette idylle sera de très courte durée. Mais en cette fin d'été 1789, on peut encore croire que, finalement, certes, il va y avoir une révolution, elle a déjà bien commencé du reste, mais enfin, certaines extrémités ne seront pas atteintes. Pourtant, dès septembre 1789, seules 136 paroisses de la sénéchaussée de Nantes contre 74 renoncent à leurs privilèges. En fait, il y a un clivage, notamment avec les députés du tiers de Guérande, qui sont furieux, car ils ne seront plus exemptés de la gabelle. Eh bien oui, la gabelle, cet impôt sur le sel qui était honni dans de nombreuses régions de France, eh bien, le siège de Guérande en était exempté, notamment parce que c'était un très gros producteur de sel. Alors évidemment, la gabelle est supprimée pour tout le monde, c'est normal, mais, et c'est là je trouve que l'ironie mordante de la Révolution est palpable, eh bien elle est remplacée par une taxe de substitution. Ce qui fait que à Guérande, eh bien, ceux qui hier étaient exemptés de la gabelle doivent aujourd'hui payer une taxe de substitution. Vous imaginez la fureur. La fin de l'année 1789 se passe donc dans ce climat délétère, et au début de 1790, la bourgeoisie de Nantes poursuit son œuvre de prise de pouvoir en mettant sur pied ce qu'il convient d'appeler une rationalisation politique. Cette rationalisation politique, elle bénéficie surtout à un petit nombre de citoyens, c'est-à-dire à peu près 11,5% de la population. Ce pourcentage faible représente en fait les citoyens actifs, c'est-à-dire les plus riches, ceux qui ont effectivement le droit de vote, puisque, je vous l'ai déjà dit, la Révolution a aboli les privilèges, mais quand même, on a créé deux classes de citoyens, les citoyens passifs qui n'ont aucun droit et qui sont en fait les serfs, la servage était abolie, mais les paysans pauvres et les ouvriers non qualifiés d'hier. Et de l'autre côté, vous avez les citoyens actifs, c'est-à-dire les plus riches, ceux qui possèdent les leviers de commande et qui sont ceux qui possèdent la fortune mobilière et dans une moindre mesure immobilière. Mais vous savez que la Révolution va plutôt bénéficier au premier ordre, c'est-à-dire celui des financiers et des bourgeois. Alors, pour l'instant, nous avons vu qu'il y avait eu une révolution de palais à Nantes, quelques heurts au château, mais enfin, pour l'instant, rien de bien méchant. Cependant, les premières escarmouches vont arriver très vite, jusqu'à la fameuse bataille de Nantes, qui va en fait embraser toute la Loire inférieure. Vous vous rappelez, la Loire inférieure, c'est l'ancien nom de la Loire Atlantique. Alors, le 30 janvier 1790, le département de la Loire inférieure est créé. Il ne deviendra la Loire Atlantique qu'en 1957. Il ne s'agit rien de moins que de démembrer la Bretagne afin de l'affaiblir. C'est le souhait des patriotes qui veulent substituer aux anciennes provinces privilégiées des divisions nouvelles vues comme rationnelles. Cette partition va poser des problèmes, notamment au nord avec le Morbihan, mais surtout au sud avec un découpage en dentelle sur le Poitou. Cela va entraîner d'importantes rancœurs dans la population qui se convertiront vite en révolte. Ainsi, et on peut le noter, c'est important, cette partition départementale a joué un rôle dans la guerre. En février 1790, les ouvriers nantais tentent de créer des conventions avec leurs maîtres. Mais la réponse de la bourgeoisie est brutale, c'est un premier signe. Les pauvres ne comprennent pas que l'abolition des privilèges ait provoqué une hausse des impôts, je vous en parlais tout à l'heure, et non leur disparition. Le 25 mai, dans un contexte de plus en plus tendu, ce sont désormais les paysans qui refusent l'augmentation des droits d'entrée des bestiaux à la foire des enfants nantais. La troupe est obligée d'intervenir. Le 9 juillet, nous allons revenir un peu aux événements nationaux.
une loi décide de la vente complète des biens du clergé qui sont devenus, depuis 1789, les biens nationaux. Le 12 juillet, l'Assemblée constituante vote un décret sur la constitution civile du clergé. Les députés, dans une perspective qu'on pourrait qualifier de gallicane, souhaitent intégrer l'Église à la nation. Curés et évêques devront désormais être élus et seront payés assez bien du reste, il faut bien le reconnaître, par la nation. 1200 livres pour un évêque et 700 pour un curé. En outre, tous doivent prêter un serment à la Constitution. Immédiatement, l'évêque de Nantes, Monseigneur de la Laurencie, s'y oppose. Et l'opposition du clergé au sein du département va être immédiate et très forte. Elle n'attend pas la condamnation du pape, en particulier en milieu rural. Donc vous voyez, vous avez une augmentation des impôts, une augmentation du prix du pain, des troubles religieux, et ce n'est pas étonnant qu'à l'été 1790, les premières émeutes de la faim commencent à Nantes, où la pauvreté a grandi, et cette pauvreté s'est également diffusée dans la campagne et dans des petites villes comme Valette, où environ 20% de la population souffre de la plus grande pauvreté, c'est-à-dire désormais environ 1200 habitants sur 5600. Je sais, ce que vous allez me dire, le chiffre de la population de Valette que je viens de vous annoncer est plus important que celui que je vous ai donné dans la première vidéo, mais le chiffre que je vous avais donné était de 1793. Là, on est en 1790 et la terreur n'est pas encore passée par là. L'année 1790 se termine donc dans un contexte explosif et en janvier 1791, la révolte des prêtres réfractaires, c'est-à-dire des prêtres qui ont refusé de prêter le serment à la constitution civile du clergé et se sont réfugiés dans les campagnes pour continuer à dire la messe et à donner de manière générale les sacrements à la population, cette révolte va prendre une très grande ampleur, en particulier au sud de la Loire, c'est-à-dire dans ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le vignoble nantais. À Vieille-Vigne, par exemple, le maire Guignard manque d'être lâché par des femmes en colère. Entre mars et avril 1791, la papauté condamne fermement la constitution civile du clergé. Dans les 9 districts de la Loire-Atlantique, il y a au printemps 358 prêtres réfractaires pour 97 prêtres assermentés. À Machecou, c'est presque 90% des prêtres qui refusent, c'est-à-dire, pour le dire autrement, 52 contre 6. Le problème, c'est que les municipalités, qui sont souvent révolutionnaires, s'en moquent et continuent d'appliquer le décret sans aucun ménagement. Entre le 10 avril 1791 et le 16 novembre 1793, il y a en outre un nouvel évêque à Nantes. Vous vous rappelez, Monseigneur de la Laurencie avait réagi très fermement contre la constitution civile du clergé. Eh bien, ça n'est pas grave, il partira et sera remplacé par un homme beaucoup plus, conciliant et amène, Minet, qui est élu évêque constitutionnel de Loire-Inférieure par des électeurs. Il n'est évidemment pas reconnu et il finira d'ailleurs, non pas tristement, mais de manière assez cocasse, puisqu'il s'enfuira, se mariera et se réfugiera à Paris, où il tiendra une épicerie rue de l'Arbalète jusqu'à sa mort en 1808. Quel évêque! Le 6 juin 1791, cependant, de très graves événements ont lieu à Bougnay. Les religieuses des Couettes ont refusé de reconnaître Minet et indiquent qu'elles ne le recevront jamais. Les religieuses des Couettes à Bougnay, ce sont en majorité des filles de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Au moment où les religieuses font savoir leur attachement à l'Église catholique et non pas à l'Église révolutionnaire, des femmes acquises à la Révolution rentrent dans le couvent et fouettent les religieuses. Au début de l'été, la garde nationale est sollicitée partout en Loire-Inférieure pour maintenir l'ordre. Et il ne faut pas moins de 700 hommes pour calmer les tensions qui ont lieu à Temple de Bretagne. Le 21 juin 1791, donc au même moment, le roi, c'est la fameuse fuite du roi à Varennes, qui va connaître une fin assez tragique, puisque, comme vous le savez, elle va échouer, mais elle va avoir des répercussions dans toute la France. De manière générale, la fuite de Varennes va entraîner un durcissement des mesures révolutionnaires, notamment à Nantes, avec par exemple la confiscation des armes et aussi une augmentation des effectifs de la garde nationale.
En septembre 1791, la colère reprend et augmente à cause d'une nouvelle hausse du prix du pain. Et cela tourne parfois à l'émeute, ça n'est pas la première fois. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que la garde nationale tire sur la foule. À partir de ce moment-là, la rupture entre ouvriers et négociants est consommée. Et je vous dis ça simplement pour l'anecdote, on appelle les ouvriers les bras nus puisqu'ils doivent remonter leur chemise pour pouvoir travailler, bien sûr. Alors au début de 1792, c'est le département entier qui glisse dans le chaos, au milieu de querelles religieuses, de révoltes fumentaires et de refus de payer l'impôt. Devant ce contexte politique intérieur si mauvais, la Révolution va faire quelque chose qui est assez fréquent en de pareilles situations. Elle va détourner l'opinion publique des problèmes intérieurs pour les porter vers des problèmes de politique extérieure. Ainsi, le 20 avril 1792, la République déclare la guerre à l'étranger. Cela n'empêche pas la situation évidemment de s'aggraver en Loire-Inférieure. Et en mai 1792, le directoire du département avoue assez piteusement ignorer où réside la moitié des prêtres réfractaires qui sont soutenus par la majorité des ruraux. En juin, l'évêque constitutionnel Minet, qui était parti, est obligé de rentrer à Nantes. Il évolue avec certains prêtres assermentés vers un républicanisme fanatique. Pour lui, il ne s'agit rien moins que de mettre hors d'état de nuire les mauvais prêtres. Paradoxalement, en 1792, nous assistons à l'année la plus faste pour les expéditions négrières nantaises. 230 navires quittent le port. Pour rappel, sur tout le XVIIIe siècle, Nantes représente 43% du trafic français, avec 1427 navires, très loin devant La Rochelle, qui représente 13% du volume, soit 427 navires, ou Bordeaux, 12%, avec 393 navires. Cependant, en 1793, seuls 70 navires nantais prendront le large. C'est évidemment dramatique parce que le commerce avec les colonies est devenu essentiel, car il amène en métropole des denrées vitales, disons qui sont devenues très importantes, le café, le sucre, mais surtout le coton, qui pour le coup est indispensable à l'industrie. À partir de juin 1792 et jusqu'en juin 1793, nous allons assister à l'année terrible avec la Loire-Inférieure qui sombre dans la guerre et le chaos. Le 3 juin 1792, des affrontements violents ont lieu entre des paysans insurgés et une troupe de dragons dans les marais de Brière. Il y a des blessés et au moins un mort. C'est une des premières escarmouches d'importance. En août 1792, 138 prêtres venus de tout le Grand Ouest sont emprisonnés à Nantes. Après le 10 août, je vous dis ça pour que vous puissiez vous situer dans l'histoire de la Révolution, les nobles vont commencer à émigrer en masse. Au même moment, en août 1792, il y a des grèves ouvrières à Nantes. Cette fois, il ne s'agit plus de protester contre le prix du pain. Désormais, on peut vraiment voir que des ouvriers meurent de faim. La révolte gronde dans le petit peuple nantais et vous savez déjà qu'elle était très vive dans les campagnes. Au début de l'année 1793, la Société des Amis de la Constitution, qui est un club bourgeois qui va siéger à la Halle au Grain, d'où son nom de Club de la Halle, va représenter les Girondins. Ils sont de moins en moins puissants à Nantes. À l'inverse, en début de 1793, on assiste à la montée en puissance de la Société des Amis de la Révolution, qui s'appelle le Club Vincent de la Montagne. Ces Amis de la Révolution, ils sont nettement plus radicaux. Et comme je vous le disais à l'instant, ils sont en train de prendre les places. C'est un groupe qui admire Marat et qui est engagé dans la terreur. Alors, je vais vous citer quelques noms. Évidemment, peut-être que ça ne vous dira rien, mais enfin, il est utile de le rappeler. Parmi ces révolutionnaires nantais les plus radicaux, on compte notamment Grand Maison, Meurice et aussi un homme d'origine irlandaise, puisque, bon, ça, on pourra en parler une autre fois, mais il y avait des liens très anciens entre l'Irlande et Nantes, donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve des Irlandais parmi les révolutionnaires. Et ce dernier s'appelle O'Sullivan.
Non content de diffuser leurs idées à Nantes, la Société des Amis de la Révolution essaime également à Paimboeuf et jusque dans le nord du département à Châteaubriand. En février 1793, la Révolution décide la levée en masse des 300 000 hommes et à ce moment-là, Nantes est complètement coupée de ses campagnes. Très rapidement, un bataillon nantais part se battre sur la frontière espagnole alors qu'un autre se dirige vers l'Autriche. En revanche, dans les campagnes, la résistance à la levée en masse est massive. Entre mars et décembre 1793, on va assister à ce qu'il convient d'appeler la guerre de Vendée proprement dite. C'est essentiellement une guerre civile. Contrairement à la Bretagne, le soulèvement vendéen est spontané. Le nouvel ordre est mis à mal en quelques jours. On assiste à une destruction des symboles de la République, drapeaux, registres d'état civil, et les fabriques sont rétablies. Alors, les fabriques, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail ce que c'est, mais sachez simplement que les fabriques, c'est un système d'organisation, d'association de laïcs qui vise à organiser la gestion et l'entretien de l'église paroissiale. Je schématise, mais très simplement, une fabrique, c'est ça. Dans une fabrique, on retrouve essentiellement les notables d'un village, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont responsables sur leurs biens propres de la bonne administration et de la bonne organisation matérielle de la paroisse. Voilà. La révolte va se chercher des chefs très rapidement qui vont être élus au suffrage universel. Dans un premier temps, les chefs du soulèvement vendéen ne sont pas des nobles, c'est un soulèvement qui est populaire. Mais très vite, le besoin d'avoir notamment des officiers pour organiser le mouvement de façon militaire va se faire sentir et il faudra bien aller chercher certains chefs, notamment chez eux. Si vous avez vu l'excellent film Vaincre ou mourir dont je vous parlais lors de la précédente vidéo, on voit très bien cela. Vous avez bien vu dans ce film qu'au départ, Charette n'est pas franchement motivé pour prendre la tête du soulèvement. Et bien voilà, Charette est un exemple assez emblématique. Les nouveaux chefs du soulèvement vendéen vont rapidement organiser le mouvement en 3 groupes et cette organisation très souple et en même temps très performante va donner une de ses grandes forces au mouvement. Alors, vous avez tout d'abord les non-combattants, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les vieillards qui doivent entretenir les sols et continuer l'élevage. Parce qu'on ne peut pas abandonner, vous savez, c'est un soulèvement rural. La plupart de ceux qui prennent les armes sont des paysans, donc il n'est pas possible d'abandonner les terres et de laisser les bêtes. Donc il faut continuer à produire de la nourriture et à entretenir les sols et à s'occuper des troupeaux. Vous avez ensuite les combattants statiques. Très simplement, les combattants statiques, c'est tout homme au-dessus de 13 ans. 13 ans, c'est un âge qui correspond alors à la majorité. C'est normal pour l'époque. Ces combattants statiques ont la charge de défendre les territoires locaux. Ensuite, vous avez, je ne sais pas si on peut parler d'élite, mais en tout cas le cœur du soulèvement dans sa composante militaire, qui est composé des combattants mobiles qui viennent grossir les rangs de la grande armée catholique et royale. Donc en mars 1793, les campagnes explosent en Loire-Inférieure à la lecture du décret de conscription, la levée des 300 000 hommes, je vous en parlais à l'instant. Valette est prise par 600 combattants. Le nombre des insurgés dans le vignoble est porté à 8000. Ils ont pour l'instant l'avantage de la force, mais les affrontements sont violents et mortels. Les patriotes dans les campagnes vont refluer vers Nantes et j'en profite pour vous dire qu'il est vraisemblable que la noblesse locale s'est impliquée discrètement en faisant notamment donner des armes aux brigands. C'est notamment le cas des Monty. Néanmoins, et il faut le souligner, il y a des pôles de résistance révolutionnaire, notamment à Châteaubriand, mais toute la rive sud de la Loire est désormais révoltée. Et je vous cite une phrase de Rénal Sécher, qui date de 2008. Dès lors, les Vendéens n'ont plus le choix. Soit ils défendent un régime haï, chassent leurs prêtres, parents ou amis, et laissent les populations encore plus désarmées devant le pouvoir abusif de l'État, soit ils entrent en résistance, c'est-à-dire en rébellion. Vous voyez, à partir de mars 1793,
Le choix est vraiment cornélien. Les Vendéens ne peuvent plus reculer. Entre mars et avril, Nantes rentre en guerre contre les campagnes afin de protéger notamment l'arsenal d'Indrette où sont fondus les canons de la marine de guerre. Je vous en avais parlé dans l'introduction. L'arsenal dont il est question, cette fonderie de canons gigantesque, est un des éléments, un objectif essentiel pour un camp comme pour l'autre. Le 18 avril, un tribunal révolutionnaire est établi à Nantes et on assiste alors à de véritables batailles, notamment le 19 avril à Port-Saint-Père et le 23 avril à Machecoul. Les Vendéens affrontent les révolutionnaires. Ce sont les premières grandes batailles avec des centaines de morts. À la fin du mois d'avril, deux chefs locaux, Godin-Barillet et Liraud de la Patouillère, pensent déjà à prendre Nantes avec 6000 hommes. François Liraud de la Patouillère, c'est un héros des guerres de Vendée qui n'est pas connu. Il va mourir d'ailleurs au combat à 70 ans à Savenay le 23 décembre 1793. Au moment où ces deux chefs pensent à prendre Nantes, Charette, lui, est en train de s'emparer de tout le pays de Ré. En mai 1793, les Vendéens de Loire-Inférieure avec Charette se lancent dans une guerre de mouvement très efficace. Ils prennent Ancenis, Machecoul, Port-Saint-Père, et Nantes est laissée seule car la Convention ne comprend pas encore l'ampleur des événements. Les Girondins et les Montagnards vont alors s'allier pour lutter contre les campagnes. C'est cette union d'ailleurs qui va sauver Nantes et malheureusement, vous avez vu, je prends parti, et malheureusement la Révolution française elle-même. Car si Nantes était tombée à ce moment-là, la contre-révolution aurait eu les moyens de triompher en ayant une assise territoriale très forte avec une partie de la Bretagne et notamment et surtout, j'ai envie de vous dire, Nantes qui donne un accès direct à la mer et qui permet donc notamment de s'approvisionner. Entre mai et juin 1793, les bataillons nantais révolutionnaires vont livrer une guerre sans merci. Ils doivent défendre la ville, garder le contrôle du fleuve et des points stratégiques comme la fonderie d'Indrette, et le bataillon de l'ouvrier Meurice dont je vous ai déjà parlé combat avec une ardeur proche du fanatisme. Le 9 juin 1793, quittons un peu la Bretagne, la ville de Saumur est prise par les Vendéens et elle va apporter au mouvement 15 000 fusils et 50 canons. Le 12 juin, le Conseil de Châtillon, qui est l'organe qui dirige en fait la grande armée catholique et royale, choisit comme premier généralissime Jacques Catlino, qui n'est pas un aristocrate mais un simple colporteur. Le 18 juin 1793, c'est une autre très grosse prise pour les Vendéens. Vous vous rappelez, ils viennent de prendre Saumur. Eh bien, le 18 juin, ils prennent Angers. Charette, qui sent que le mouvement a en ce début d'été quelque chose d'irrésistible, propose alors de marcher sur Nantes, ce qui permettrait de faire la jonction avec la Bretagne. La ville n'est défendue en outre que par deux bataillons, soit 12 000 hommes, et en outre, la plupart de ces défenses ont été abattues au siècle précédent, puisque au XVIIIe siècle, la ville de Nantes s'est considérablement agrandie. Le 20 juin 1793, les chefs des royalistes adressent un ultimatum à Nantes. En cas de refus, la ville sera attaquée. Le maire, Bacot, qui est une personnalité énergique, refuse et met la ville en état de siège. Pendant ce temps, le général révolutionnaire Bessères livre des combats de retardement sur le sud de la Loire pour permettre à Nantes de se fortifier en attendant l'armée vendéenne. Au nord, le bataillon du terrible Meurice retarde l'arrivée des troupes de Catlino. Il se replie le 27 avec 500 hommes et 2 canons et il fait face à 4000 Vendéens. Comprenez bien d'ailleurs ce que je vous disais à l'instant quand je vous parlais de prendre parti. Moi, évidemment, je penche plutôt pour le parti contre-révolutionnaire, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnalités remarquables du côté révolutionnaire. Vous voyez bien que vous avez des hommes qui sont extrêmement déterminés, il faut le dire aussi courageux, mais cela ne les empêchera pas de commettre de grands crimes. Je reprends. Ah, évidemment. Alors,
Pendant ce temps-là, donc pendant que des opérations militaires ont lieu et que la prise de Nantes, ou en tout cas l'attaque de la ville de Nantes se précise, un comité de défense est mis en place à la ville avec le général Canclot et le chef de la garde nationale, Peter Derbrook. Alors Peter Derbrook, c'est une personnalité intéressante qui a, pour la petite anecdote, laissé son nom à un hôtel qui se trouve sur l'île Gloriette et qui accueille aujourd'hui le tribunal administratif qui a récemment été quelque peu saccagé lors des manifestations contre la réforme des retraites. Bref, le 29 juin 1793 a lieu la bataille de Nantes. Au matin, les guetteurs aperçoivent les Vendéens du haut de la cathédrale. Par la route de Vannes arrivent Catlino et Delbé. Bonchamp, lui, a pris la route de Paris, alors que Charette arrive par le sud. Ce sont 40 000 Vendéens qui marchent contre 12 000 Nantais. C'est Charette qui commande le gros de la troupe avec 10 000 hommes. Il est secondé par des hommes courageux et de qualité comme la Robrie, Herriot, Leblanc et la Catlinière. La ville est investie par la Vendéen et les combats au corps à corps sont d'une rare violence. Mais Canclot, qui est un fin tacticien, et l'artillerie nantaise vont s'avérer redoutables pour les Vendéens. En fin de matinée, Catlino, qui sent que le moral est en train de baisser, décide de diriger un assaut. Il arrive place Viarme où il est abattu par un cordonnier et je crois me rappeler que ce cordonnier a tiré derrière ses volets du haut de son immeuble. Bref, Catlino est blessé à mort et à midi, faute de percer, les Vendéens reculent. La bataille de Nantes est perdue. Nantes a tenu et avec elle la Révolution. 2000 Vendéens restent sur le carreau, ainsi que 800 Nantais, et de très nombreux morts vont être à déplorer dans les jours qui suivent à cause de la gangrène. L'auteur Yannick Guin, dont j'ai utilisé un des ouvrages pour préparer cet exposé, a parlé de cette bataille comme d'un Valmy dans l'Ouest. Donc, vous savez, Valmy, c'est une grande victoire révolutionnaire. Eh bien, la bataille de Nantes, le 29 juin 1793, retenez cette date si vous le pouvez, vous avez compris qu'elle est essentielle, eh bien, cette bataille de Nantes va avoir pour la Révolution le même effet que Valmy, c'est-à-dire qu'elle va lui permettre de tenir, elle va lui permettre de se consolider et surtout, sur le plan de la propagande et, eh bien, je dirais, de la manipulation de l'opinion, cette victoire est évidemment une incroyable aubaine. Voilà, j'en ai fini pour cette seconde vidéo qui vous a essentiellement parlé, vous l'avez constaté, des opérations militaires. Dans le troisième volet de cette vidéo, j'aborderai eh bien, la période la plus terrible, oui, parce que ce que je viens de vous présenter n'est pas ce qu'il y a de plus épouvantable. Cette troisième et dernière vidéo s'intitulera « L'enfer puis la paix » et elle couvrira la période qui va d'août 1793 jusqu'à 1799. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur la colline des Muses. Au revoir.